c'était agréable de voir que les gens étaient curieux de qui nous étions. Quand nous sommes arrivés à Montréal, je me rappelle, les voisins sont venus nous voir, poser des questions. Nous sommes arrivés ici, tout le monde était pris par les premiers pas de l'homme sur la Lune, parce qu'Armstrong a débarqué sur la Lune en même temps que nous, on a débarqué ici. L'environnement, ça a été beaucoup de voisins qui venaient, qui allaient, qui venaient, ce qui était neuf, parce qu'en France, personne ne venait nous voir. La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays, vécu en France et choisi le Canada. Une série documentaire de Halima El-Khattabi, réalisée par Charlie Marcelet. Musique originale de Samuel Hirsch. Une coproduction Arte Radio et Radio-Canada Audio. 4e épisode, la valse de l'exil. Le 4 juin de 1989, c'était l'événement de Tiananmen. Et j'étais en 4e année à l'université. C'est l'Institut des langues étrangères de Pékin, du département de français. Et puis, tout est échoué. Et on était très déçus. Je ne voyais plus le futur. Ça, c'est notre destin, de vivre dans le pays du régime comme socialiste. Il n'y a pas de démocratie, tout ça. Il y a un grand nombre d'étudiants qui ont quitté la Chine. Et c'était les élites. Je m'appelle Caroline, voilà. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans. J'ai appris à l'Institut des langues étrangères à Pékin, et même au premier cours de phonétique, on apprenait l'accent, un bon accent, avec des Parisiens. Et tous les étudiants sont supposés d'être formés, de devenir comme diplomates, et qui représentent la Chine, qui font la voix pour la Chine, tout ça. Mais on était très déçus après l'événement de Tiananmen. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas de travail, puisque à cette époque-là, le travail, c'est le gouvernement qui nous donne. Ouais. C'est pas la peine de chercher le travail. Ça, c'est un avantage. À cette époque-là, il y a des gens qui n'avaient plus ce droit d'être donnés les postes de travail par le gouvernement, puisqu'ils ont participé aux événements. Comme on doit les punir. Mon copain, qui était devenu mon mari après, il était journaliste dans l'agence de Chine. Yeah. Ça, c'est China News Service en anglais. Oui. Bon, il y a 2 agences en Chine. Un, ça c'est pour apporter tout ce qui se passe ailleurs de Chine au peuple chinois. Et puis tout ce qui se passe en Chine, il faut faire savoir aux autres mondes, ça c'est l'autre agence. Mon mari, il était devenu journaliste. Il avait fait quelque chose de très délicat. Je crois que pour sa sécurité, pour toute notre sécurité de la famille, il vaut mieux quitter le pays. Même aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'on devait quitter la Chine. On est allé en France. J'ai quitté le Maroc en 67, comme beaucoup de monde au moment de la guerre des 6 jours. Moi, je vivais avec mes parents et ma jeune sœur, qui avait 13 ans à l'époque. Mon père était un petit peu inquiet de notre avenir, à toutes les deux. Et il craignait que dans un pays où, d'abord, nous étions femmes, ensuite nous étions juives, dans un contexte où il y avait une guerre au Moyen-Orient entre Israël et les autres pays arabes. Donc il craignait qu'on n'ait pas vraiment d'avenir au Maroc. Je m'appelle Myriam Afriat, je suis née au Maroc, à Marrakech, il y a bien longtemps. Il n'y avait pas de politique raciste à ce moment-là. Ce n'était pas clairement établi, mais dans les faits, il y avait quand même beaucoup de petites agressions individuelles, de petits harcèlements. J'étais dans un lycée français, j'étais entourée d'amies françaises, il y avait des Marocains, mais il y avait une forte proportion de Français à l'école. Des jeunes Français qui nous regardaient de haut, qui avaient l'impression que nous ne savions pas bien parler français, qui avaient l'impression que nous étions moins bons que nous n'avions pas de culture. Les Français ne voyaient pas la culture arabe comme une grande culture. Ils n'ont jamais même imaginé à quel point la culture arabe est une culture extraordinairement riche et ancienne. Ils nous voyaient comme des gens venus des bleds, comme ils disaient. C'est
c'est à peu près ça. Mon père était antisioniste, ce qui n'est pas la moyenne de tous les juifs, mais lui était antimilitariste. Donc il était hors de question qu'on aille en Israël, évidemment. Et le plus spontanément, étant donné qu'on avait été une colonie française, évidemment, puisque nous parlions la langue, c'était d'aller en France. Et j'ai quitté pour la France à 16 ans. Aller au Vietnam, ça fait très vite. En 4 jours, on peut obtenir le visa. Et puis aller en France, ça c'est compliqué. C'est pas possible en 2 semaines. J'ai commencé à préparer les documents puisque j'ai commencé à appliquer comme HEC à Paris, en France, la grande école. Bon, j'étais très heureuse. On avait de la chance puisque j'ai obtenu mon visa pour aller en France. Oui, ma fille est restée en Chine quand même, puisque moi, je dois tout m'installer là-bas dans un nouveau pays. Et puis, on ne connaissait rien là-bas. Mais j'avais des copains, des copines qui ont déjà fini leurs études en France et qui ont déjà commencé à travailler. Des amis qui me connaissaient et qui peuvent m'accueillir. Quand on est arrivé à Paris, au début, on était on avait de la passion, on était très enthousiastes puisque ça c'est tout nouveau. Et après quelques mois, mon mari il ne parlait pas le français. C'est pas comme moi. Il avait comme une dépression. Il était très déprimé et il craignait de revenir en Chine. On est arrivé en France, ça a été très difficile. Sur le plan économique d'abord. Mon père avait déjà 60 ans, nous étions adolescentes, ma mère n'avait jamais travaillé, on venait d'une famille très traditionnelle. Mon père était en affaires, il avait un commerce. Il n'a pas pris vraiment le temps ni de vendre, ni de rien. On est parti assez rapidement. Il ne pouvait pas remonter quelque chose de semblable en France. Ce qu'il savait faire n'était pas vraiment transférable en France. Son savoir des affaires au Maroc n'avait aucune valeur en France. Donc économiquement, ça a été très très difficile. Le peu d'avoir qu'il a réussi à transférer nous servait tout juste à survivre, mais pas à vivre véritablement. Puis il voyait bien que ça ne pouvait pas durer sur une période très longue. Il ne pourrait pas étirer ses avoirs pendant des années et des années, le temps que nous finissions nos études. D'autre part, nous étions perçus comme Marocains, donc il y avait énormément de racisme envers nous. Ça, je pense que mes parents ne s'y attendaient pas parce que eux avaient reçu les Français généreusement et ils s'attendaient peut-être à une réponse semblable qui évidemment n'existait pas. J'avais l'accent marocain à trancher au couteau, évidemment. Mais forcément, j'arrivais du Maroc, donc dès que j'ouvrais la bouche, on entendait que j'étais marocaine. Ça créait une barrière entre mes camarades d'école et moi. Les gens ne me parlaient pas. Je faisais mes choses à part. Après l'école, les gens allaient se retrouver. Jamais on ne m'a invitée. Parce qu'au Maroc, on est en contact très facile avec les gens et c'est habituel. Donc, on va parler spontanément à tout le monde. Et quand je faisais ça, les gens étaient comme figés, ils me regardaient et puis d'un air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là ?» Je dérangeais, je le sentais. Et bon, on ne s'est pas fait d'amis alors qu'on est à un âge où on se lie facilement. On n'a pas eu de relation comme telle avec les Français, sinon les moments où on était en classe. Je sentais quand même qu'il y avait un rejet de ce qui n'était pas français, chrétien, blanc. Donc je n'osais pas dire que j'étais juive. Je ne pouvais pas affirmer mon identité. De toute façon, elle était refusée comme marocaine, elle était refusée comme juive. J'étais acceptée dans ma féminité, mais c'est à peu près tout. À 16 ans, on ne s'inquiète pas de sa féminité, on la vit, puis c'est fini. D'autre part, mon père avait connu le gouvernement de Vichy. Il savait très bien à quel point l'antisémitisme était facile en France et fragile. Il avait vécu à distance la Deuxième Guerre mondiale. Il avait vu comment les Français s'étaient comportés par rapport aux Juifs. Et ça l'avait marqué. Il ne faisait pas confiance aux Français parce qu'il savait que tôt ou tard, on pourrait se retrouver dans une situation qui nous avait fait quitter notre pays d'origine où il se sentait bien. Alors,
Alors, entre les problèmes économiques, le racisme, le fait que nous ne nous faisions pas d'amis et aussi le fait que juste 8 mois après notre arrivée, on était en mai 68. Ça a probablement créé une inquiétude chez mes parents d'instabilité. Ils quittaient un pays instable pour se réinstaller dans un pays où ils voulaient une certaine quiétude. Mon père s'inquiétait même de nous laisser aller à l'école, au lycée. Ce qui fait qu'à un moment donné, mes parents ont décidé de quitter la France après 2 ans. Ils ont décidé de faire les démarches pour venir au Canada. J'avais un frère qui vivait déjà là, qui nous a parrainés, donc ça a été très facile. Puis dès que ça a été accepté, on est arrivé. J'ai trouvé des renseignements comment immigrer au Canada. Puisque au Canada, c'est un pays de bilingue. Voilà. Mon mari peut quand même communiquer avec l'anglais, puisque le français, pour lui, ça c'est une douleur. Pour lui, l'impression des Français, ils étaient très accueillants, puisqu'on faisait toujours la bise. Voilà, ça c'est un peu différent que les Chinois. Peut-être les Parisiens sont plus froids que le reste de la France, je dois dire. Oui. J'ai commencé à faire les procédures comment immigrer au Canada. Heureusement, on avait fini en 6 mois. On avait la carte de permanence. Oui, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui demandent à aller au Canada. Au guichet, il n'y avait personne. Ça, c'est ça ma surprise. On est supposé d'aller à Montréal, puisque moi, je parlais français. Puis ça, c'est une coïncidence. Ma copine de Montréal, elle a déménagé à Vancouver, un mois avant mon départ. Elle m'a demandé, tu dois changer la date de billet d'avion et puis la destination aussi, à Vancouver. À ce moment-là, je n'avais aucune idée où est Vancouver. Je n'ai aucune idée. Voilà. Mais puisque le Canada, je ne connaissais personne, elle est la seule personne que je connais, alors je suis venue à Vancouver. Après l'aéroport, ma copine m'a accueillie et puis elle a conduit sur le Kingsway ici. Ça, c'est l'avenue la plus laide à Vancouver, même aujourd'hui, je dois dire. En regardant les 2 côtés de la rue, j'étais très, très déçue. Oh, quelle ville! Il n'y avait rien. Alors, les bâtiments sont laids, tout est moche. C'est ma première impression. Et puis Vancouver, j'étais très coincée puisque à cause du barrière de langue, je parle français beaucoup mieux que l'anglais. L'anglais, je peux lire, mais parler, ça c'est avec des difficultés. Et pour audition, ça c'est le pire, puisque je ne comprenais rien. Je devais aller au supermarché des Chinois, puisque je devais éviter des lieux où on me demandait de parler l'anglais. Parler chinois, c'est plus confortable. Alors, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je suis allée à un centre d'aide pour les nouveaux immigrants. J'étais là-bas pendant 3 mois et j'ai appris l'anglais. Pour moi, j'arrivais dans une ville francophone et je me suis rendu compte en débarquant ici à Montréal que la francophonie n'était pas uniforme. Et j'ai donc dû m'habituer à une langue que je ne connaissais pas, à une culture que je ne connaissais pas. Mais à ce moment-là, j'avais 18 ans et c'est facile, on s'intègre vite. Pour ma mère, ça a été plus difficile. Pour mon père, ça a bien été parce qu'il était très extériorisé, très exubérant. Donc, il parlait à tout le monde dans la rue. Il a fini par s'habituer à un joual québécois qui, à l'époque, était beaucoup plus prononcé qu'il l'est aujourd'hui. Quand on se promène dans les rues de Montréal, on n'entend plus le parler que moi j'entendais il y a 50 ans. C'était au point où je ne comprenais pas un seul mot de ce que les gens disaient. Ça dépendait des quartiers aussi. Mais mon frère habitait le Montréal-Est, à Hochelaga. Nous avons débarqué à Hochelaga et je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien de ce que les gens disaient dans la rue. Mais il y avait une bonhomie, qui après la froideur des Français a fait du bien.
Ici à Vancouver, il y a une organisation qui reçoit tous les francophones, des Québécois ou des Français ou des Africains, tout ça. J'ai trouvé cette organisation et j'étais là-bas pendant 1 an. J'ai coupé toute la relation avec la culture chinoise. Je m'obligeais de faire comme une immersion anglaise ou française, puisque je ne pouvais pas oublier le français. Ça, c'est mon outil. Jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne le français, oui. Ça, c'est dur. Et j'ai coupé le chinois. J'ai commencé à regarder tous les programmes ou les spectacles, soit en anglais, soit en français. Et puis, je me suis abonnée à Vancouver Sun, le journal anglais. Petit à petit, en 5e année, je me sentais, j'étais prête. Je peux enseigner le français avec la langue d'instruction en anglais. On est arrivé ici, comme nous étions parrainés, légalement, nous n'avions droit à aucune aide gouvernementale. Par contre, dès que nous sommes arrivés, il existait des groupes communautaires juifs qui ont beaucoup aidé à faire les démarches pour nous inscrire, nous aider à trouver un appartement, nous aider à trouver des lieux de culte pour mes parents. Mon père n'était pas très croyant, mais bon, c'était comme une habitude, qu'il a vite lâché d'ailleurs en arrivant ici. Mais bon, pour une communauté juive, c'était comme normal de nous inscrire là-dedans aussi. Savoir où aller faire l'épicerie, c'est des trucs bêtes de démarrage. Trouver des vêtements d'hiver. On n'avait aucune idée à quoi pouvait ressembler un hiver. Moi, j'arrive d'un pays où il fait plus 15 en hiver. Même en France, on était à Paris, il n'y en avait pas de la neige. Au début, j'avais de la dépression aussi, à cause du temps. Il pleut toujours. Il pleut toujours, mais surtout en hiver. On ne voit pas le soleil. Ça, on dit c'est comme un désordre saisonnier. C'est une maladie aussi. Je pleurais toujours, tout le temps, au moins 2 ans, puisqu'on avait beaucoup de difficultés. Commencer une nouvelle vie. Et il y a des difficultés de langue, de communication, d'intégration, d'assimilation. Il y a trop de choses. La première année, j'ai renvoyé ma fille en Chine, puisque je n'étais pas capable de l'élever. Voilà. Je me sens un peu regrettable. Maman, on devait être responsable d'élever sa propre fille. C'était ma mère qui s'occupait de ma fille. Elle avait seulement 4 ans. Mais 6 mois après, je l'ai cherchée. Oui. À l'âge de 5 ans, elle est revenue au Canada. Ma fille, aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle est diplômée de McGill. Et elle est bilingue, puisque moi, je l'ai mise dans ma classe. Elle a grandi avec le français. Oui. La Chine et le Canada, aujourd'hui, la relation n'est pas très bonne. Bon. Et je ne sais pas pourquoi maintenant, ça c'est la Chine, le gouvernement surtout. Ça c'est de plus en plus, il semble qu'on revienne à l'époque de 1960, à la révolution culturelle, puisque ça c'est à cette époque-là, je suis née. Et maintenant, ça c'est plutôt, on dit à gauche. Yeah. Et moi, depuis 22 ans, j'habite à Vancouver. Et depuis l'âge de 18 ans, j'ai reçu l'éducation occidentale, la culture française. Ça m'a influencé beaucoup. Et c'est pas possible de vivre au Canada, mais la tête est ailleurs, on dit, en Chine. Ça, c'est un grand conflit. J'ai pas beaucoup d'amis en Chine. Puisque ici, alors, on dit head out, où je sors beaucoup avec des gens de Vancouver. C'est pas limité dans la communauté chinoise. J'embrasse les grandes valeurs du Canada. Je me sens plutôt canadienne. Non, aucun regret. Yeah. Alors, je reste à Vancouver.
c'est très curieux parce qu'après toutes ces années-là, ces paysages québécois de forêt sont devenus une part de moi-même. C'est peut-être aussi pas par hasard que j'habite à côté d'un des plus grands lacs du Québec. Enfin, à part le lac Saint-Jean, évidemment, mais j'habite un des très grands lacs au Québec. Le lac Waro est quand même, c'est 14-15 km de longueur. Et je suis juste en face, c'est ce que je vois d'en haut de ma fenêtre. Plus que l'eau, en fait, ce sont les montagnes et les forêts qui me parlent maintenant et qui m'habitent. Et ces paysages québécois sont devenus une partie de moi-même. La France me manque toujours. J'aime bien la gastronomie française. Ça me manque beaucoup, puisque je suis très gourmande. Quand même, je verrai. Ma fille se doute. Elle disait que peut-être je vais encore déménager en France, puisque tu es trop gourmande. Ici, ça manque beaucoup de choses. C'est vrai. Pour le fromage, ça c'est très cher. Pour la pâtisserie aussi, ça c'est fou ici, les croissants, la boulangerie. Hein? Ici, il y a beaucoup de boulangers français qui ont réussi beaucoup ici. En tant que boulanger, si vous êtes très très ambitieux, vous pouvez réaliser votre rêve à Vancouver. Pâtissier aussi. À suivre sur Arte Radio et sur Radio-Canada Audio.